Moi, je pense que c'est pas tout à fait plié, mais qu'en fait, c'est presque un faux débat. Parce que l'objectif européen, c'est pas 2035, c'est 2050 d'avoir un parc complètement décarboné. Et si on fait un rétro-planning de ça, ça veut dire que vers 2035, par là, on a intérêt à avoir des voitures neuves qui soient toutes zéro émission pour que le parc en 2050 soit décarboné. Donc le vote 2035, ça ne va à rien. Naturellement, darwiniennement, les voitures devraient se décarboner pour arriver à cette échéance 2050. Alors que demain on dit c'est 2035 ou 36 ou 37, en fait on s'en fiche un peu, ce qui compte c'est le résultat. Donc quelque part il y a forcément une marge de négociation possible. Ce qu'il y a, c'est que l'Europe a fixé des règles qui datent pas d'hier, hein, date même d'il y a très longtemps, donc on ne va pas dire qu'on est surpris, ça c'est pas possible. Après, il y a une roadmap, donc une feuille de route pour arriver à ces valeurs-là, 2035 et 2050. Bon, il y a eu des aléas, il y a eu le Covid, il y a eu la guerre en Ukraine, il y a eu l'inflation, il y a eu les Chinois, il y a eu tout ça. Donc c'est sûr que ça perturbe un peu le jeu. Maintenant, faut-il être dogmatique sur les positions? Je ne crois pas. Faut-il pour autant tout relâcher dans un grand espoir de libéralisation à tous les limites? Je ne crois pas non plus. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors moi, je pense que la stratégie était la bonne, Hum, de fixer une échéance, de donner aux constructeurs un hum, roadmap clair, hum, d'orienter les investissements. Mais l'exécution, que ce soit hum, du côté de la Commission européenne, qui n'a pas mis en place tout ce qu'il fallait hum. pour accompagner les constructeurs dans cette transformation majeure. En gros, elle a dit, allez-y, voilà, les objectifs est là, débrouillez-vous. Et finalement, on s'est aperçu qu'il fallait mettre beaucoup plus des choses en jeu pour que ça marche. Donc l'exécution n'a pas été la bonne. Est-ce que pour autant, il faudrait mettre en cause la stratégie? C'est un peu les dangers que moi je vois aujourd'hui. Mhm. Qu'on va dire, eh ben, l'électrification, ce n'est pas possible, c'est la mauvaise technologie, il faut garder les options ouvertes. Vous voyez bien que ça ne se vend pas autant qu'on le pensait. Alors que les problèmes, pour moi, ce n'est pas l'électrique ou la technologie, mais c'est la manière dont on a amené ces marchés, on l'a peu ou mal soutenu, on a mal pensé les politiques industrielles Mhm. nécessaires, on a sous-estimé la concurrence chinoise. Donc tous ces problèmes sont sur la table. Je pense que c'est l'occasion pour mettre en place une vraie stratégie, un vrai Green Deal pour aller vers 2030, que c'est déjà une échéance beaucoup plus exigeante Mhm. par rapport à 2025. Au fond, je pense que la plupart des constructeurs vont y arriver, malgré la dramatisation actuelle. Et je crois que c'est les bons moments pour résoudre tout ce qui n'a pas été bien mis en place avant. Et les risques seraient de remettre en cause la stratégie des fonds, Mhm. parce qu'il y a des pays comme l'Italie qui perdent beaucoup d'emplois, qui ont une industrie affaiblie, qui ont un Stellantis qui n'a pas une stratégie très claire pour les sites italiens, les marques italiennes. Et l'Italie peut peser lourd. Il y a d'autres pays de l'Europe centrale orientale qui voient très mal, vu les niveaux de prix actuels de l'électrique, comment ils pourraient, eux, se décarboner avec ces véhicules-là. Et d'un coup, voilà, il y a des tentations de remettre en cause l'électrique, alors que pour moi, les problèmes, ce n'est pas l'électrique, mais la manière dont on l'a mis. Alors, oui et non, je dirais probablement. Ce qu'il faut revenir, c'est un peu sur la politique de l'offre et la réponse finalement à la stratégie. La stratégie, elle est assez claire depuis très longtemps, hein. Le café, ça date pas d'hier. Je crois que ça a été voté en 2009, ça a été implanté en 2013. Ça fait quand même 15 ans, donc il y avait le temps de réfléchir à ce qu'il fallait faire. Et la roadmap, elle a été tenue à peu près, peu ou prou, d'ici 2020. Il fallait faire 95 grammes en 2020, ça a été tenu à peu près. Puis là, maintenant, on est à 93 grammes 2024, 4 ans après. Donc en fait, il ne s'est pas passé grand-chose. Donc il y a eu un lever de pied malencontreux entre 2020 et 2024. Puis là, maintenant, il faut arriver à 81 grammes ou quelque chose comme ça en 2025. C'est pas une surprise. Ceux qui disent qu'ils n'ont pas le temps, qu'ils sont surpris, c'est pas vrai. Ce qu'on voit, c'est que l'offre électrique qui a été faite en Europe est inadaptée. C'est-à-dire que c'est une offre de voitures lourde et chère que les gens ne peuvent pas se payer. Alors oui, là, il y a un décalage entre le Nord et le Sud. Les gens du Nord peuvent peut-être se payer, les gens du Sud ne peuvent pas. Je pense que là, il y a des études que Gerpisa a fait là-dessus. Euh, L'offre de voitures est beaucoup trop grosse et beaucoup trop chère. Il y a un trou d'offre sur les petites voitures électriques pas chères. Et je sais là aussi qu'il y a une étude intéressante qui vient d'être publiée par Gerpisa sur le sujet. Et je concours tout à fait là-dedans. Donc quelque part, il ne faut pas non plus jeter le bébé avec l'eau du bain. Et puis surtout, ce qui me paraît très important, c'est moins on se bouge et plus on est sur les freins pour bouger vers l'électrification des voitures, plus on fait une autoroute pour les Chinois, parce qu'eux n'attendent pas, ils foncent. Donc si nous, on n'est pas capable de réagir dans les délais pour avoir une offre compétitive made in Europe, avec des technologies européennes maîtrisées, et un marché qu'on maîtrise parce que c'est notre marché, c'est sûr qu'à la fin des temps, on aura peut-être résisté, mais on va finir comme le textile, il n'y aura plus aucun emploi du tout en Europe et plus aucune usine.
Et je pense que du coup, il faut être réaliste. Si on veut survivre par rapport à la compétition internationale, il est urgent de travailler et de travailler dur pour suivre cette trajectoire peu ou prou. Alors, peut-on la négocier? Oui, sûrement. Et ils vont le faire, sûrement. Mais sans, comme tu le disais, sans changer la stratégie qui me semble, elle, absolument clé. Oui, tout à fait. Alors, il y a un problème européen, c'est-à-dire qu'on a des pays qui ont des pouvoirs d'achat radicalement différents, qui ont des parcs automobiles très différents, qui sont confrontés donc aussi à des évolutions de ces parcs très différents. Les pays de l'Europe centrale orientale avaient besoin d'automobiles, ils sont équipés très largement des très vieux véhicules d'occasion importés de l'Europe occidentale. Leur industrie automobile ne les fournissent pas, ils exportent à 90%. Et donc il y a un vrai décalage par rapport au problème décarbonation. Il y a des pays qui sont bien avancés, qui peuvent s'équiper en électrique, qui ont tous les avantages, et d'autres qui sont très en retard, ont vu leur parc augmenter, leurs émissions exploser, et ils n'ont pas les voitures ni les pouvoirs d'achat pour s'engouffrer là-dedans. Et donc ces problèmes méritent d'être placés au cœur du sujet. Et donc, il y a effectivement une cruelle absence d'offres automobiles pour ces pays qui ont été aussi négligés du point de vue du thermique. Ce n'est pas nouveau, même au niveau des véhicules thermiques, il n'y avait pas des véhicules adaptés à leur marché. Donc, pour l'électrique, encore plus, il faut rectifier les tirs. Et nous pensons, on a fait une étude de GRPISA, que ce n'est pas impossible qu'il y ait en particulier dans les gènes des constructeurs automobiles français et italiens de produire ce type de véhicules. Ils ont un peu arrêté de les faire aussi à cause des réglementations européennes qui étaient inadaptées, qui en fait, au lieu d'amener les constructeurs dans la bonne direction, des véhicules plus légers, plus efficients énergétiquement, aussi en thermique, pas seulement en électrique, ils ont au contraire amené l'industrie automobile dans l'autre sens, vers les premiums allemands. Et là, il faut inverser la route. Je pense que la crise actuelle, c'est à la fois une menace, mais aussi une opportunité pour mettre en place tout ce qui n'était pas là, et aussi avoir en tête qu'il faut avoir des voitures, non seulement pour les Allemands, les Norvégiens ou une partie des Français, mais aussi pour les Italiens, les Espagnols, les Roumains. Mais il y a une bonne nouvelle, par exemple. En Roumanie, j'ai vu les ventes de la Spring, importées des Chines, malheureusement. Ils se sont très bien portés. Donc, en tant que constructeur local, un produit adapté, un État qui suit, on peut vendre des véhicules électriques, y compris dans les pays les plus pauvres d'Europe, qui est, d'un point de vue du revenu, la Roumanie. Ça l'est, mais c'est un petit peu une tarte à la crème parce que quand vous regardez un peu tous les chiffres, tout le monde vous dit on manque de bornes publiques en France, il en fallait 1 million, on les a pas, etc. Mais en fait, il y en a 10 fois plus chez les particuliers. Et en fait, quand vous avez une voiture électrique, pour ceux qui ont la chance d'en avoir une, vous chargez beaucoup à la maison et beaucoup au travail. Donc quelque part, la charge publique, c'est pas ça qui est dimensionnant de l'électrification du parc. C'est plutôt l'accès à l'électrification dans les domiciles. Et donc là, la question se pose, c'est tous ceux qui ont des maisons, c'est facile. Ceux qui sont dans des immeubles, c'est plus compliqué. C'est tout le sujet des copropriétés, avec la loi L'Homme qui a commencé à vouloir un peu légiférer là-dessus. Mais toutes les difficultés opérationnelles de mettre en place des systèmes de charge dans les immeubles. C'est ça le sujet. Si on veut vraiment rendre l'électrification populaire, il faut permettre aux gens de se charger chez soi. Et ce n'est pas en mettant des millions de bandes de charge rapide sur autoroutes qui sont déjà peu ou prou déjà là. Maintenant, la France est assez bien équipée, l'Europe du Nord est assez bien équipée. Je pense que, pour moi, c'est devenu un faux sujet. Je pense que le sujet est derrière nous. Maintenant, le vrai sujet, ça va être l'équipement des ménages. Effectivement, il y a un certain nombre d'analystes qui disent regardez la densité du réseau de recharge et les niveaux de vente de l'électrique, vous voyez, c'est parfaitement proportionné. Mais si vous mettez derrière les pouvoirs d'achat, eh bien, vous voyez que la densité des réseaux de charge est proportionnelle au pouvoir d'achat en Europe. Et finalement, ce qui compte, c'est les pouvoirs d'achat. C'est ça qui fait que des gens achètent des véhicules électriques. En plus, les problèmes de se charger jusqu'à maintenant a été moindre parce qu'on a vendu plutôt des véhicules très lourds, très puissants, très chers, avec beaucoup d'autonomie. Et si effectivement, demain, on va vers des véhicules beaucoup plus légers, en faisant des arbitrages sur l'autonomie, c'est là où, si ces véhicules deviennent mainstream, si ça devient vraiment les véhicules que tout le monde utilisera demain, il faudra penser aussi les réseaux de charge comme on compte, mais on n'en est pas là. Donc moi, je pense que les réseaux de charge peuvent se développer au même temps que les ventes des véhicules électriques et que ce n'est pas un frein s'il n'est pas là par rapport au volume qu'on veut faire. Moi, je pense que oui, parce que les Chinois vont très très vite. Moi, je connais bien la Chine. C'est spectaculaire de voir la vitesse à laquelle les Chinois ont quand même renversé la table et ont développé une offre automobile bon marché. On peut discuter du prix, mais surtout extensive. Aujourd'hui, ils sont entre 40 et 50% de ventes de véhicules électriques en Chine.
Ils ont mis des infrastructures à la chinoise un peu partout. Si nous, on ne réagit pas, c'est clair qu'ils vont encore prendre plus d'avance. Et s'ils prennent encore plus d'avance, ils seront encore plus compétitifs, encore meilleurs en technologie. Donc quelque part, on a tout à perdre à laisser filer. Donc je pense qu'au contraire, quand vous êtes dans une bataille, il faut se battre. Et donc il faut se battre à armes égales. Et je pense qu'en plus, on a les talents et les compétences en Europe et en France pour faire ça. C'est un peu paradoxal, parce qu'on y allait pour les climats. C'est essentiellement ça la raison pour laquelle on a fait les cafés, et puis on a engagé l'électrification. Et aujourd'hui, finalement, même si les climats restent centrales, les débats, c'est vraiment la survie à terme de l'industrie automobile européenne face à la concurrence chinoise. C'est devenu presque plus important. Et donc, je dirais que si sur la question du climat, il peut y avoir des débats entre des climato-sceptiques, il y en a de moins en moins, et ceux qui seraient pour, etc., ça peut créer des tensions au sein de l'industrie. Là, pour l'industrie, je pense qu'il n'y a plus de débat. Il faut y aller le plus vite possible. Et il y a une tentation maintenant que moi je trouve très dangereuse, qui est de dire, désormais, l'écart est tellement important qu'on ne peut plus le rattraper. Et donc, au lieu d'y aller collectivement, de faire les efforts nécessaires pour créer une filière de la batterie en Europe, de préserver nos forces vives, je vais au contraire me sauver moi, chaque constructeur, je ne pense plus aux autres. Je vais chercher mon partenaire chinois pour les batteries, pour fabriquer des véhicules pas chers, pour avoir les pièces et composantes qui aujourd'hui ne me permettent plus d'avoir les mêmes marges qu'auparavant. Il y a aussi cette parenthèse enchantée des marges très élevées qu'on a connues dans les secteurs automobiles et qui sont revenues à la norme. On revient aux marges qu'on connaissait dans les années 2010, mais c'est difficile d'expliquer aux analystes financiers que voilà, la parenthèse enchantée s'est fermée. Donc il y a une très grande tentation de regarder vraiment très court terme, rentabilité court terme, ma survie à court terme, et d'engager pour cela des partenariats avec les Chinois qui sont en avance, chacun de son côté. Et ça, c'est un très grand danger, je pense. Et c'est pour ça que ces moments-là où l'Europe dit, faisons un dialogue stratégique, mettons à plat tous les problèmes, c'est les moments de se remettre ensemble, d'avoir une vision commune, une roadmap, pour aller contrer les Chinois. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas coopérer avec eux. Ils ont une telle avance, ils contrôlent les matériaux, ils ont les batteries. Donc, il faut avoir des coopérations stratégiques avec des constructeurs et des producteurs des batteries chinoises. C'est inévitable, on ne peut pas les faire autrement. Mais il faut les faire sur une base claire. L'intérêt européen, c'est ça. Les coopérations avec les Chinois s'inscrivent dans cet intérêt. En plus, eux aussi, ils ont besoin de ces coopérations. Ils ont des surcapacités très importantes en ces moments en Chine. Ils cherchent des débouchés. Trump aux États-Unis et Biden avant, il ne va pas leur ouvrir les marchés du tout. Donc les deux parties ont intérêt à coopérer. Et je pense que c'est dans ces contextes-là qu'il ne faut pas se tirer justement la balle sur les pieds, ni en allant trop vite un besoin, en disant eh bien je vais tout faire aux Chinois de toute façon en telle avance et je renonce à les faire moi-même, ni en renonçant à l'objectif stratégique d'électrification rapide, qui est au fond la meilleure chance qu'on a aujourd'hui de rattraper les retards avec l'industrie automobile chinoise.